Ah, je vérifie si je peux faire ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue petit à petit. Je teste aussi des fonctionnalités juste pour voir, pour qu'on se mette tout à l'heure dans les meilleures conditions. Hop, je vais me mettre en grand pour hop, être pour l'instant maître de cérémonie, mais je vais passer la main à Ariane d'ici quelques minutes. En tout cas, bienvenue. Merci d'être présent et présente ce soir pour le premier traversier. Donc, en tant que président de la Presqu'île, c'est aussi chouette de faire vivre ce projet qui a vu le jour au conseil d'administration et qui aujourd'hui se vit enfin avec Louise Dupré. Donc, on est ravis. L'idée pour cette soirée, moi, je vais être un peu le monsieur technique, de pouvoir voilà, suivre un petit peu les choses qui vont se passer tout du long. Donc, je vais vous inviter principalement à pas forcément mettre vos micros pour voilà, pouvoir être plus à l'aise et écouter. Et puis, si vous avez des petites réactions, des envies de poser des questions, de le faire plutôt au niveau du chat. Donc, normalement, en bas de votre écran sur Zoom, vous avez marqué chat qui ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez écrire vos messages. D'ailleurs, je vais le faire. Bonsoir à toutes et tous. Hop, hop. Et donc, ça sera plus à cet endroit-là, si ça vous va, de pouvoir poser des questions, interagir. Donc, vous avez le chat qui est en bas au milieu normalement, avec des deux petites bulles là qui se répondent. Et puis à côté, vous avez un réagir normalement, et ça peut créer voilà, des applaudissements, des réactions sur votre page. Si vous appréciez et aimez ce qui est en train d'être dit, vous pouvez aussi être dans ce petit partage-là au fur et à mesure. Et notre optique est de faire le traversier jusqu'à 20h15 et de traverser grâce à la poésie de Louise et aux échanges avec Ariane et Bruno qui partageront aussi des choses en tant que maison d'édition, bien sûr, et ce lien avec Louise. De pouvoir aussi ponctuer tout ça de lecture, ponctuer de questions que vous auriez à poser. Et je me ferai le relais de ces questions pour un petit peu les temporiser et faire en sorte qu'elles arrivent au bon moment. Voilà, on est plutôt bien. On est 18 ce soir, ce qui est chouette pour un premier rendez-vous. Ce que je vais faire, c'est donc épingler, comme je l'ai fait tout à l'heure, Louise, Ariane et Bruno. Comme ça, vous les aurez en grand normalement sur votre écran. Et puis, on va se lancer. Et donc, je vous invite, si vous avez des réactions, à le faire via le chat et je me ferai le relais. Hop, je mets nos nos trois personnes principales. Et encore une fois, merci Louise de te prêter de monter dans ce bateau, on va dire ça. On continue cette image, de relier notre rive à la tienne, puisque voilà, on est entre. Moi, je suis à Montreuil. Il y a des gens qui sont un peu de partout en France, on va dire hexagonale ou voilà, puisqu'on dit plus la France métropolitaine de ce qu'on m'a dit. Mais toi, tu es de l'autre rive. Tu es Eh oui, au Canada, au Québec. je suis de la Nouvelle-France et mes ancêtres ont pris un paquebot pour venir au Québec au 17e siècle. Alors, je crois que ça prenait 2 mois et plusieurs mouraient parce que c'était des conditions extrêmement difficiles. Alors, mais ce soir, c'est plus facile de prendre le traversier En pour tout cas, moi. oui. Alors, je veux remercier la Presqu'île de cette belle invitation qui est un bonheur pour moi et un honneur. Je suis très, très, très heureuse de vous retrouver. Encore une fois, merci de la part de la Presqu'île et du conseil d'administration. Il y a des membres du conseil d'administration qui sont là et je sais on s'en réjouit de lancer
le traversier avec toi. Et puis, je te laisse, Ariane. Et puis, tu distribueras à Bruno quand c'est nécessaire la parole. Mais voilà, je te laisse, Ariane, mener le démarrage de ce traversier. Et encore merci à vous de nous offrir votre présence, à Ariane et Bruno. C'est chouette. Ben, merci à toi Clément pour l'organisation de tout ça, à vous toutes et tous pour la présence et à Louise bien sûr d'avoir accepté d'être la première, un peu la marraine de ce traversier. On est vraiment très heureux et très fiers. Euh, j'ai je- j'ai travaillé, donc j'ai une trame, donc s'il y a des moments où vous me voyez regarder en bas de mon écran, c'est parce que je regarde mes notes. Mais je ne doute pas qu'avec Louise d'un côté, Bruno de l'autre, on devrait aller largement plus loin que ces notes qui ont été prises. Louise, je vais te présenter très brièvement. Je pense que beaucoup de personnes ici te connaissent déjà. Donc, tu es né en 49 à Sherbrooke et tu m'arrêtes évidemment si tu veux compléter, modifier, si je dis des absurdités complètement. Tu es autrice de romans, de recueils, de pièces de théâtre. Tu as reçu de très nombreux prix. Je ne vais pas tous les énumérer pour ne pas te mettre mal à l'aise, mais tu as notamment reçu 2 fois le prix du gouverneur général du Québec, ce qui est quand même assez remarquable et assez rare. Euh, Tu as publié ton premier roman en 96 qui s'appelle La Memoria. Tu avais déjà alors publié plusieurs recueils. Tu as été aussi très impliqué dans une maison qu'on connaît pas forcément très bien en France, mais qui s'appelle les Éditions du Remue-Ménage, qui ont été fondées en 76 et qui est une maison d'édition qui a été très marquée pour son engagement féministe. C'est une dimension qui est importante dans ton travail et dans ta vie. Et c'est pour ça que je le souligne. Et les personnes qui sont ici ce soir te connaissent notamment parce que on a eu la joie de publier en coédition avec les éditions du Norrois ces 3 livres. Et c'est évidemment autour de cette trilogie poétique que va s'orienter notre discussion. Donc j'aurais envie de te demander, pour démarrer un peu la discussion, quelque part une question qui est à la fois très banale, très vaste, et en même temps je trouve toujours ça intéressant de la poser aux poètes. C'est la poésie, ça vient d'où pour toi? Je ne sais pas d'où vient la poésie, sans doute de ma famille qui aimait la poésie, mais je sais une chose, c'est que les mots me viennent de mon grand-père. Et quand j'étais très petite, quand j'étais un bébé, il me gardait, semble-t-il. Et puis, ma mère revenait le soir. Et alors que je dormais toujours, quand mes parents étaient là, j'étais assise sur ses genoux et nous lisions tous les deux. Alors, j'ai dû garder de ces moments-là parce que ma mère me disait, et je suis sûre qu'il te réveillait pour lire avec toi. Et pour moi, les mots ont été une sorte de bénédiction au sens où un enfant adore être éveillé le soir quand ses parents ne sont pas là. Alors, je devais prendre ça comme un bonheur et entendre la voix de mon grand-père, moi qui ne lisais absolument pas, mais me lire des passages de je n'ai aucune idée de ce que ça pouvait être, mais j'en ai gardé pour la vie un grand amour des mots. Et pour moi, lire, écrire, ce sont deux activités complémentaires et qui me mettent dans la joie, constamment, constamment dans la joie. Je me sens bien et je pense qu'on devrait réveiller tous les bébés pour leur lire des textes qu'ils ne comprennent pas, justement, pour qu'ils se mettent à aimer les mots tout petits, tout petits. Et donc, l'écriture, c'est venu, j'imagine pas quand tu étais toute petite, c'est venu après. Est-ce que tu as un souvenir des premiers textes écrits et du premier sentiment que ça allait devenir quelque chose de sérieux pour toi? J'ai toujours voulu écrire, ben, toute petite, bon, évidemment pas à 1 an, mais à 6 ans, 7 ans, 8 ans, je disais, je vais écrire des livres pour les enfants. Et plus j'ai progressé, ben, je me suis dit, je vais écrire des livres pour les adolescents et ensuite pour les adultes. Mais c'était un désir qui était vraiment inscrit chez moi. C'était viscéral.
Alors, évidemment, je me souviens de petits poèmes que ma mère a gardés, ou des petits mots pour la fête des mères, la fête des pères, des petits mots qui rimaient, des petites comptines. Et à l'adolescence, j'ai écrit dans mon journal. Je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont un journal intime. Faudrait que je relise ça, je ne sais pas où c'est. Et j'écris aussi des poèmes sur mes amours malheureuses. J'avais 14 15 ans, tout le monde a écrit des poèmes sur ses amours malheureuses. Et de texte en texte, je me suis intéressée justement à la poésie plus particulièrement. Parce que la poésie, c'est le genre littéraire où le mot prend toute sa dimension. Le mot devient une chose et chaque sonorité, chaque groupe rythmique a une importance. La poésie, c'est vraiment le genre littéraire où les mots sont mis en musique. Les mots deviennent corps et c'est ça qui m'intéresse vraiment, faire en sorte que les mots résonnent dans le corps. Et c'est pour ça que je dirais que oui, j'écris des romans, oui, j'écris du théâtre, j'écris des essais, mais pour moi, quel que soit le genre littéraire, je considère que j'écris à la façon d'une poète. Je, je regarde, je hume, je mâche les mots, je les sens, je les touche et chaque mot pour moi vaut la peine qu'on s'y arrête, même les plus banals. C'est intéressant ce que tu dis parce que je me suis replongée dans ta bibliographie et j'ai eu une impression, mais j'aimerais savoir si c'est juste une impression sur le papier ou si c'est une réalité dans ton écriture, que tes premières publications, donc j'avais noté qu'il y avait eu plusieurs recueils entre 83 et 86, des publications assez rapprochées, et que ces publications s'étalent dans le temps, comme si chaque livre était l'objet d'un temps un peu plus long. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé dans ton rapport à l'écriture entre les premières publications, les premiers textes écrits et la manière que tu as maintenant d'aborder la publication d'un recueil? Voilà, est-ce que tu t'inscris dans un temps plus long? Comment tu penses un peu tes projets? Ben, c'est-à-dire que habituellement, je fais il y a une sorte d'oscillation entre mon désir d'écrire de la poésie et celui d'écrire de la prose. Habituellement, maintenant, depuis que j'ai commencé à écrire des romans ou des nouvelles, j'écris généralement un livre de poésie, un recueil de poésie et ensuite un livre de prose. Et je reviens à la poésie. Pourquoi? C'est que quand je fais de la poésie, je mets tout ce que j'ai. Alors, je pense à mon dernier livre, Exercice de joie, mais je pourrais nommer aussi tous les autres. Euh, j'ai mis vraiment dans ce livre-là toute mon âme, tout mon cœur, tout ce que j'avais, tout mon corps. Et ensuite, c'est comme si je me sentais totalement vidée. Il faut me refaire avant de commencer un autre recueil de poésie. Bien sûr, je peux écrire des petits textes, par exemple pour des livres objets ou des livres d'artistes, des textes de 5, 10 poèmes, des suites poétiques, mais entreprendre un vrai livre de poésie, je ne pourrais pas actuellement. Et ce que j'ai fait, ce que je viens de terminer, c'est un roman. Alors, je suis allée dans un tout autre sens. Et là, à partir de ce roman-là, je peux vous dire que là, je suis prête à entreprendre un recueil de poésie. Mais je Voilà n'étais une pas bonne prête nouvelle. avant. J'ai commencé certains poèmes, c'était bien, je pense que oui, mais c'était bien comme suite poétique, mais je savais que ça ne se rendrait pas à un recueil. Alors, mais là, je sens que mon imaginaire poétique se refait Hmm. et que je vais être prête à entreprendre quelque chose, à passer ailleurs.
Et c'est ça, je pense, pour un écrivain qui est difficile, c'est de se refaire. Peut-être que dans mes premiers recueils, c'était plus facile parce que j'ai commencé à écrire au début de la trentaine. Et évidemment, j'avais beaucoup, beaucoup de projets en même temps et je voulais tout écrire en même temps. Mais là, je prends davantage mon temps pour penser à des recueils peut-être plus substantiels et qui me rencontrent davantage. Moi, mais aussi, je dirais pas rencontrer les autres parce que mes premiers recueils ont quand même eu une belle réception, mais je dirais qui sont peut-être plus profonds. Disons que j'écris moins vite et mon rapport au temps change aussi. Mon rapport à l'écriture change. Je suis moins pressée. C'est ce qui m'avait semblé. Et Hum. ça nous amène, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la construction des textes et comment tu penses tout ça. Et ça nous amène donc à ce qui nous réunit ce soir. J'aimerais que peut-être que tu peux nous lire euh, le début de Plus haut que les flammes avant qu'on en dise un mot pour qu'on entende un peu cette langue, ta langue, et après on en discute. Alors, si tu permets, Ariane, je vais lire l'exergue du début d'un Bien poète que sûr. j'aime beaucoup et que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Claude Esteban. Je ne sais pas si on dit Esteban, mais il est d'origine espagnole. Euh, j'ai dit, je me souviens que je n'en pouvais plus de tout le malheur du monde. Et hélas, c'est un exergue qui reste très actuel. Alors, c'est un livre de poésie plus haut que les flammes. C'est un long poème sur Auschwitz et Birkenau. Ton poème a surgi de l'enfer, un matin où les mots t'avaient trouvé inerte au milieu d'une phrase. Un enfer d'images fouillant la poussière des fourneaux et les âmes sans recours, réfugiées sous ton crâne. C'était après ce voyage dont tu étais revenu, les yeux brûlés vifs de n'avoir rien vu. Rien, sinon des restes. Comme on le dit, d'une urne qu'on expose, le temps de se recueillir devant quelques pelletées de terre. Car la vie reprend même sur des sols inhabitables. La vie est la vie. Et l'on apprend à placer Auschwitz ou Birkenau dans un verre, comme un souffle insupportable. Il ne faut pas que le désespoir agrandisse les trous de ton cœur. Tu n'es pas seul. À côté de toi, il y a un enfant qui parfois pleure de toutes ses larmes. Et tu veux le voir rire de toutes ses larmes. Il faut des rires pour entreprendre le matin. Et tu refais ta joie, telle une gymnastique, en levant la main vers les branches d'un érable derrière la fenêtre, quand une hirondelle veut faire le printemps. Il y a cet enfant que tu n'attendais pas, arrivé avec ses bronches trop étroites pour retenir la lumière. Cet enfant né de la douleur, comme d'une histoire sans merci. Et tu le regardes caresser un troupeau de nuages dans un livre en coton, en pensant aux minuscules vêtements des enfants d'Auschwitz. À Auschwitz, on exterminait des enfants qui aimaient caresser des troupeaux de nuages. Voilà. Merci beaucoup, Louise. C'est très beau, c'est très fort et je pense qu'on a envie que tu nous parles de ce voyage. Parce que du coup tu es allé sur les lieux de ces camps d'extermination. Est-ce que c'est moi je ne sais pas du tout, je t'ai jamais posé la question de comment ça s'est déroulé ce voyage. Est-ce que tu avais déjà un projet d'écriture? Comment ça s'est fait?
Je pense que ce que tu as ressenti, on le lit très bien dans tes textes, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de ce projet? Effectivement, j'étais allée à un festival à Brno, en République tchèque, et je me suis rendu compte que j'étais à 3 heures de train de Cracovie, ville près de laquelle sont les camps d'Auschwitz et de Birkenau. Or, je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je viens ici et je veux aller voir ces camps d'extermination. Alors, je m'étais évidemment préparée parce que je savais que ce serait très, très dur. J'avais vu des reportages, des films, j'avais lu des livres, enfin, j'étais bien prête. Sauf que je n'avais jamais vu dans quelques films que ce soit ou quelques reportages que ce soit une petite vitrine, toute petite, où étaient exposés des vêtements de bébé qui avaient été exterminés et un biberon cassé. C'était tout modeste comparativement aux cheveux, aux chaussures, aux valises, à tout ce qu'il y avait. Et je me suis approchée, j'ai vu ces petits vêtements-là qui étaient mités, le biberon qui était cassé. Et je je me suis écroulée mentalement. Euh, à l'époque, mon petit-fils, à qui j'ai d'ailleurs dédié le recueil, avait l'âge de ces enfants-là. Et je l'ai vu dans ces petits vêtements-là. J'ai pensé aux parents des enfants et je me suis dit que ce que je venais de voir était terrible, terrible et que j'avais eu beau en entendre parler. Vous savez, entendre parler de quelque chose, ce n'est pas du tout comme le voir. Et je suis rentrée d'abord à l'hôtel, je suis rentrée chez moi. Pendant un an, j'ai été absolument incapable d'écrire quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai bien écrit deux ou trois poèmes, mais j'étais pas contente. C'était vide. Je tournais autour du pot, comme on dit au Québec. Et à un moment donné, j'ai décidé, je me suis dit, si je n'écris pas sur ce que j'ai vu à Auschwitz, je n'écrirai plus jamais. Et j'ai un de mes amis qui m'a beaucoup encouragée, que vous connaissez peut-être, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Naïm Katan, un écrivain du Québec, mais qui était né en Irak, qui était juif, qui m'a dit, Louise, effectivement, il faut que tu écrives là-dessus. Et j'ai commencé à faire ce long poème qui est, euh, je le dis aujourd'hui, là, le fruit d'une dépression philosophique. J'avais jamais compris qu'on puisse faire une dépression philosophique. Je pouvais comprendre qu'on puisse faire une dépression parce que quelque chose va mal dans notre vie, ou que des amis à nous vont mal, mais être découragé de l'espèce humaine, être désespéré de l'espèce humaine, je ne pensais pas que c'était possible. Et plus haut que les flammes, c'est aussi l'histoire, parce que il y a quelque chose de la poésie narrative euh, d'une femme qui est auprès d'un enfant et qui a vu Auschwitz-Birkenau et qui se demande ce qu'elle va dire à l'enfant près d'elle sur le monde dans lequel il est né. C'est tout un travail sur la douleur, mais peu à peu, l'enfant, lui, qui est tout petit et qui ne sait rien du monde, veut rire, veut jouer, veut danser, veut continuer, et c'est lui qui tire cette femme-là de la dépression dans laquelle elle est et qui va l'inviter à reprendre vie. En fait, c'est la femme qui est sauvée par l'enfant. Et je pense que c'est souvent ça dans le monde actuel. On est découragé des adultes souvent, mais ce sont les enfants qui nous sauvent.
Ce sont les enfants qui nous ramènent aux vraies valeurs, à ce quoi on a envie de croire. Et les enfants nous montrent que c'est possible d'y croire. Alors voilà, donc c'est le livre, c'est le livre du rachat par un enfant d'une femme qui pourrait être moi, en tout cas qui me ressemble, je dirais, comme une sœur, où un enfant vient tendre la main et dit, ben voilà, nous allons continuer. Nous allons montrer que nous sommes forts et que nous pouvons agir dans le monde actuel. Alors, ce livre-là, c'est un livre auquel je tiens particulièrement parce que il est le fruit d'un état que j'ai traversé et qui fait en sorte que je ne suis plus la même femme depuis que j'ai vécu ce voyage à Auschwitz et depuis que j'ai écrit ce livre. Merci beaucoup, Louise, pour ces mots. C'est éclairant et touchant. Et on sent bien à quel point, bah, à chaque fois dans tes textes, il y a une dimension à la fois très intime et très universelle. Et je pense que c'est ça qui fait que ça touche aussi autant au cœur. C'est un livre qui a été publié en 2010 au Québec. Et donc, j'aimerais que Bruno, tu nous dises aussi, d'une part, comment tu as rencontré Louise. Tu as évoqué tout à l'heure une anecdote que je ne connais pas, et je me suis rendu compte que je ne savais pas depuis combien de temps vous vous connaissiez. Est-ce que c'est par ce livre ou est-ce que c'était avant ce livre? Voilà, je veux bien que vous nous racontiez tous les deux, tout ça. Ben, peut-être n'aurons-nous pas la même version, hein. Ouais. C'est possible. On va voir. Alors, ben, je commence. On ne sait jamais vraiment quand on rencontre les gens. Parce que j'ai pu croiser Louise dans les allées du marché de la poésie, place Saint-Sulpice à Paris, lorsque je dirigeais les éditions Segers. J'ai eu à plusieurs reprises des livres de Louise entre les mains, parce que un de nos amis communs, qui était l'éditeur pendant des années et des années de Louise, à savoir Paul Bélanger, chaque fois qu'il arrivait en France, il arrivait avec voilà un petit carton de livres à mon intention pour que je puisse voilà plonger à corps perdu dans la poésie québécoise. Donc je pense que j'ai eu entre les mains des livres comme Noir déjà, Tout près ou Une écharde sous ton ongle ou sous les ongles, je ne sais plus. Euh, Nous aurions pu nous rencontrer en 2010 au Festival de Trois-Rivières où j'étais invité. On s'y est croisés, mais on a peut-être même mangé à la même table, mais pour autant, il n'y a pas eu la rencontre décisive qui ne se produira que plus tard. 2 ans plus tard, en avril 2012, je vais au Québec invité par Rodney Saint-Éloi, un autre éditeur de Louise, qui dirige les éditions Mémoire d'Encrier, invité à Québec sur l'espace de la diversité culturelle. Mais Louise n'y est pas. Enfin, je crois à Louise, hein. On ne s'est pas Non, rencontrés à ce moment-là. non. Et puis, il me fallait rentrer en France pour voter. Avril 2012, ben, c'était pour en finir avec, vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy, et c'était l'espérance du retour de la gauche en France au pouvoir. Donc, je suis rentré, je suis venu voter, j'ai vidé et rempli ma valise, et dans la même journée, donc j'ai fait Montréal-Paris, et dans la même journée, j'ai repris un avion pour aller à Buenos Aires, en Argentine où débutait le festival de poésie. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Alors, plus précisément, dans un bus. Dans un bus joyeux, parce que c'était toute une bande de poètes internationaux qui visitaient la ville et puis qui partaient dans un lieu de lecture, un peu insouciant dans les couleurs de la ville. Et je me souviens très bien, nous étions assis côte à côte à l'avant du bus. Et on a donc échangé voilà, quelques paroles, des politesses. Et puis à un moment donné, Louise m'a tendu un livre, Plus haut que les flammes, dans l'édition que tu viens de mentionner, Ariane, celle élaborée par mon ami Paul Bélanger en 2010. Et tout en continuant à discuter avec Louise, j'ai commencé à feuilleter le livre. Voilà. Et puis, à un moment donné, je l'ai ouvert et j'ai
j'ai lu, peut-être je ne me suis même pas rendu compte que je commençais à lire la première page de ce livre, celle que vous avez entendue tout à l'heure, et j'ai été pris par un mouvement profond, un sanglot, quelque chose qui a transformé mon insouciance et la joie du moment en une gravité, en quelque chose qui m'a suffisamment bouleversé pour que lorsque le bus s'est arrêté, j'en oublie mon sac avec mes papiers et ma veste dans le bus. Voilà. Et quand je suis rentré à l'hôtel le soir même, j'ai lu la totalité de ce livre, j'en ai été profondément bouleversé. Et j'ai appelé Paul Bélanger en lui disant, écoute, si tu en es d'accord et si les droits sont disponibles pour la France, je veux bien que ma maison d'édition fasse l'acquisition des droits pour la France, pour l'Europe, de Plus haut que les flammes. Voilà. Voilà comment les choses se sont déroulées. Le livre est sorti chez nous, je dirais 2 ans plus tard. On a pris notre temps. On ne s'est pas ah non, 3 ans plus tard, en 2015, hein. Voilà. Et premier volume d'une trilogie, puisque La main hantée et Exercice de joie ont suivi. Donc il y a dans cette rencontre, j'allais dire vraiment une espèce de commotion, de quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Euh, il y a la rencontre avec toi, Louise, mais il y a aussi la rencontre avec ton texte. Mm. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que finalement, ce n'est pas si fréquent que cela, hein. Un livre qui nous emporte complètement et qui impose sa douloureuse évidence. C'est un livre de douleur, bien évidemment, mais je ne saurais dire ce qu'il a fait provoquer en moi, mais c'était quelque chose de évidemment très très puissant. Voilà. Et puis j'ai édité ce livre juste après avoir écrit Si tu parles Marianne. Donc là aussi, les livres Un ont très beau livre. dialogué Mm, ensemble, mm, etc. Voilà. Oui. mm. Très beau livre, Voilà. si tu parles, Ariane, Marianne. Mm, mm. Ariane, j'ai satisfait ta curiosité là? Ça Tout à va? fait. Je suis ravie. Une question aussi pour tous les deux, parce que moi, je n'étais pas encore dans la maison en 2015. L'idée d'une trilogie, Louise, elle est née tout de suite quand tu écrivais Plus haut que les flammes ou ça s'est construit au fil du temps? Ça s'est construit au fil du temps, effectivement, parce que, bon, après Plus haut que les flammes, je me suis posé la question, parce que la question que je pose là-dedans, c'est dans quelle humanité vivons-nous et qui est l'être humain, mais je me suis dit, si moi, j'avais vécu en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est quand même une question qu'il faut se poser. C'est très beau quand on vient après de se dire c'est terrible ce qu'on a fait, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi? Donc, cette question-là est restée en suspens et c'est la question que j'ai voulu explorer dans La main hantée. C'est-à-dire, qui est l'être humain? Et l'être humain a à la fois des côtés de grands et beaux côtés et des côtés de mesquinerie, de méchanceté, de cruauté, de barbarie. Alors, il y a les deux chez l'être humain. Et je me suis dit, il faut que je travaille sur cette notion-là. Et ça ne sert à rien on n'avance pas si on ne le reconnaît pas. Alors, ce que je voulais, c'est reconnaître ces deux côtés-là chez l'être humain. Et dans La main hantée, à un moment donné, m'est venue une phrase qui était toi qui n'as toujours reconnu que ta dette envers la douleur, tu as soudain reconnu ta dette envers la joie. Vous savez, quand on écrit, il y a des phrases comme ça qui nous viennent, on ne sait pas trop comment. Alors, je me suis arrêtée, je me suis dit, qu'est-ce que cette phrase fait là? Je me suis dit, tiens, ben, je vais la laisser là, elle veut être là, elle doit avoir un sens. Et j'en ai fait mon troisième recueil.
ça a été le début parce que oui, on est plongé dans la douleur. Oui, le monde actuel, et tout particulièrement maintenant, est plongé dans une grande douleur, mais aussi quelles sont les conditions de la joie. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit Exercice de joie pour comprendre ce que peut être la joie aujourd'hui et comment cette joie-là peut s'installer dans la vie si on ne veut pas justement sombrer dans la douleur, sombrer dans la dépression. Il y a quand même un travail sur soi à faire et je vois la joie aussi comme un acte de résistance au monde parce que c'est peut-être ce que on veut aussi faire en sorte que nous perdions tout espoir et qu'on puisse nous mener comme on veut. Alors, ces exercices de joie-là sont, si vous voulez, de petits actes que je pose pour dire, voilà, je suis présent, nous sommes présents au monde, nous pouvons agir dans le monde et nous pouvons changer quelque chose. Alors, pas de cette façon-là, c'est pas un texte politique, mais il y a quand même tout un substrat qui, lui, est une prise de conscience et un désir d'action sur le monde dans lequel on vit. Hmm. Ah, j'adore ce que tu dis en même temps, ce qui est passionnant quand on relit les trois livres ensemble, c'est la cohérence de ces trois textes. On l'a entendu quand tu as lu la première page de Plus haut que les flammes, mais il y a un moment, tu dis, tu refais ta joie telle une gymnastique. Donc, dès les premières pages de Plus haut que les flammes, on a les exercices de joie qui arrivent. Hmm. Euh, Moi, Bruno, j'avais envie de te demander les trilogies en poésie. Bon, nous, on a eu Yvon Le Maine qui en a fait une, si je puis dire aussi. C'est quand même c'est rare, c'est étonnant. Comment toi, t'as abordé cet objet-là quand Louise t'a dit, bah écoute, il y a un deuxième recueil, et puis après, quand il y en a eu un troisième. Qu'est-ce qui t'a plu? Je vois que Muriel, elle nous dit la joie comme un acte de résistance, notre credo. C'est clair. Enfin, il y a quelque chose aussi qui entre en résonance très fortement avec les ambitions de la maison. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de comment la voix de Louise s'inscrit dans la maison? Alors, elle s'inscrit très différemment de celle d'Yvan Lemaine, puisque pour mémoire, la trilogie qui va avoir le Goncourt de la poésie en 2019, au départ, n'était pas une trilogie. C'était un très gros livre de poésie de 300, 450 pages. Et quand Yvon me l'a apporté, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on fasse une énorme brique qui serve à caler les autres livres sur le manteau d'une cheminée, voilà, et qui sera vendue si cher que personne ne l'achètera. Donc, il était un peu étonné et à partir de là, on a pensé un livre en trois, une trilogie, voilà. Mais elle était pensée dès le départ avec un titre qui lui était propre. Hmm. Pour Louise, c'est très différent. J'allais dire, c'est que, comme tu l'as dit, Louise, il n'y avait pas cette idée initiale, cette planification initiale, mais chaque livre prend sa source dans le précédent. Hmm. C'est l'évidence même. Avec Plus haut que les flammes, tu es allé au fond de la plus atroce des histoires humaines. Hmm. Et tu es entré dans cette histoire avec d'infinies prévenances pour le lecteur, une grande douceur, une sobriété, sans pathos, sans larmoiement, sans effet, sans évoquer à dessein les atrocités, etc. Mais tu as évoqué, voilà, la mort des enfants dans le camp, etc. Et, euh, et il fallait bien, effectivement, reprendre pied dans la vie, ne fût-ce que pour les enfants. Ce livre, il est dédié à Hmm. Maxime, qui était un tout petit garçon, ton petit-fils. Et il était nécessaire de prolonger ce mouvement d'écriture par un autre livre. Et avec La main hantée, euh, alors il y a cette interrogation sur le mal. On peut peut-être
rappeler que La main hantée, nous l'avons publié 3 ans plus tard, et ce livre a été également préalablement publié par Paul Bélanger aux éditions du Noroît. Donc nous avons poursuivi notre entente éditoriale et notre partenariat. Mais ce livre, de quoi parle-t-il? Oh, il part d'une anecdote de la vie qui pourrait paraître banale, mais qui ne l'est pas quand on sait ce que Louise avait précédemment écrit, à savoir une femme décide à un moment donné de faire euthanasier son vieux chat malade. Elle l'emmène chez le vétérinaire et elle revient la main hantée par la décision qui a été prise, c'est-à-dire ce droit de vie ou de mort sur un animal. Et à partir de là, par ce geste, ce geste va faire remonter euh, tout le flot des mauvaises nouvelles du monde, mais aussi d'une mémoire empoisonnée, une mémoire aveugle, une mémoire transgénérationnelle, celle des crimes, des atrocités, de la barbarie, de la mise à mort, des viols, de la souffrance d'autrui, de l'indifférence, de la récurrence de l'histoire, les hoquets de l'histoire, voilà. Et donc, on entre voilà, progressivement dans cette réflexion sur le mal. Et le texte, alors, prend une forme un petit peu différente, puisqu'on a vu surgir, euh, j'allais dire plastiquement, textuellement, une écriture un petit peu distincte. Nous avons toujours vous voyez, comment se présente un poème de Louise. Ah ben, tu le montres, hein. Il y a Ouais, d'abord, c'est la même voilà, chose. il y a d'abord les poèmes, les textes en vers, et puis, dans ce livre, ont surgi des sections en prose, avec des petits pavés de prose. Et la prose, voyez, avec sa syntaxe, avec sa ponctuation, avec les liens logiques qu'elle crée, permet d'aller plus loin dans l'explication. Elle permet une écriture un petit peu plus discursive et réflexive. Et donc, Louise a fait alterner les deux. Mais on sentait bien aussi dans ce livre euh, qu'il faudrait tôt ou tard convoquer cette joie. Euh, c'est un livre, ce sont des livres qui ressemblent un peu à ce que sont les hirondelles qui reviennent et qui découvrent leur nid effondré, éboulé, et qui vont les refaire inlassablement, saison après saison. Elles reconstruisent leur nid éboulé et elles reconstruisent la vie. Euh, Elles font en sorte que la vie euh, soit plus forte que les ruines et la destruction. Voilà. Et donc est arrivé, j'allais dire pratiquement presque naturellement, ce troisième livre qui probablement, donc le troisième volet de la trilogie, et qui probablement, on le sent, clôt le cycle avec Mm. exercice de joie. Je ne pense pas qu'il y aura un quatrième livre dont on puisse dire il est le quatrième volet d'une tétralogie. Je suis sûr que non. Enfin, je vois, Louise, que tu es d'accord Je suis avec cette d'accord. idée, parce que exercice de joie nous dit, voilà, le pire est là, je l'ai raconté, tant dans nos vies individuelles que dans l'histoire de l'humanité. Nous faisons partie de cette humanité, nous sommes nous aussi porteurs du mal, nous connaissons ce combat de l'ombre et de la lumière, et nous ne pouvons pas en sortir sans refaire notre joie, comme nous faisons notre gymnastique pour éviter d'être trop rouillé le matin, comme nous prenons notre jus d'orange pour avoir notre lot de vitamines, ou comme nous faisons le point avec les gens que nous aimons lorsque quelque chose ne va pas. Donc ces exercices de joie, ils nous disent comment vivre dans ce monde sans sombrer dans ce que tu as magnifiquement appelé une dépression philosophique, mais aussi sans être avalé par la grande dépression de l'histoire Mm. et par ces histoires sous pression qui nous mettent terriblement
en difficulté dans nos vies. Moi, je pense cette belle phrase de Claude Esteban, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est un livre dans lequel la poésie, avec la même forme que le précédent, c'est-à-dire une alternance de vers et de prose, eh bien, trouve sa vérité pratique. Euh, c'est un exercice poétique au sens où on écrivait autrefois des méditations spirituelles, des exercices spirituels. C'est véritablement des poèmes pour mieux vivre. Pour moi, c'est l'évidence même. Et alors, je termine, peut-être là, j'anticipe à Ariane une question que peut-être tu poseras, mais nous avons vu avec ce troisième volet de la trilogie se produire quelque chose dans le lectorat de Louise. Hein, on l'a constaté. Exercice de joie a touché un nombre plus grand de lecteurs, surtout de lectrices et de jeunes lectrices. Ça, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Euh, voilà, sur lequel peut-être on reviendra parce que c'est l'horizon d'attente de l'œuvre, le lecteur. Il n'y a pas Hum. de livre sans lecteur, hein, vous le savez bien. Donc, il faut à un moment ou à un autre parler de lui. Voilà. Peut-être que Louise, on peut entendre quelques textes, peut-être un des pavés en prose de La main hantée et, euh, Oui, et quelques exercices de joie. tout à fait. Alors, bon, justement, le poème qui a fait germer l'idée d'exercice de joie dans la main hantée. Tu ne te rappelles pas quand le poème s'est tourné contre toi, t'a secoué comme un édredon trop habitué au sommeil, t'a forcé à ne plus te mentir. Tu t'es mise à psalmodier des airs invisibles à ton oreille, des airs scellés dans les replis de l'enfance. Il t'attendait dans la patience du jour prêt à se lever. Il t'attendait, vieille chair encore attachée à tes os, comme une fois sortie tout droit de la boue. Musique de la rue, musique de la lumière voltant dans les feuillages, musique verdoyante de toutes les musiques qui, un instant, a recouvert la plainte de la terre. Tu as vu se découper devant tes yeux l'ombre de la beauté. Toi qui ne reconnaissais que ta dette envers la douleur, tu as soudain reconnu ta dette envers la joie. Et alors, exercice de joie, un ou deux fragments. Tu dis joie en pensant catastrophe. Tu aperçois le ciel en flammes, les nuages calcinés et des essaims d'oiseaux s'écrasant au sol. Ou peut-être s'agit-il d'anges habitués à garder les enfants durant la nuit. Et pourtant, tu t'accroches à la joie. Tu en fais l'effort comme on se donne un devoir de conscience. Tu n'entends pas renoncer au cœur qui transforme en joyaux les cailloux du chemin, même si c'est pure lubie de femmes qui refusent de regarder la réalité en face. Suis, cendre, paysage de chagrin et de pitié. Tu dresses la liste des images bienveillantes que tu pourrais décrire. Tu commences par l'eau des sources et tu en viens à l'eau des larmes. Les larmes, crois-tu, sont le nid de toutes les promesses. Et un autre, car la joie en beauté, la joie en harmonie, tu voudrais bien réussir à la fixer dans l'angoisse de la page.
mais sitôt capturée, elle se brise et il n'en subsiste que quelques éclats. Et pourtant, tu les ramasses, tu les recolles un à un. Très tôt, tu as appris à ne rien gaspiller. Tu as connu les fins de mois impossibles, la pénurie des amours, la pénurie des mots, les nuits qui avalent la voix. Tu n'as plus honte de ta pauvreté, ce n'est pas une faute. Tu as cessé de désirer ce que tu n'obtiendras jamais. Il y a encore tant de choses minuscules à sauver, tant d'angles morts à nommer avant de les rendre à leur oubli. Tu en fais ton exercice du jour. Merci Louise, c'est super d'entendre ces textes mis en... Clément, magnifique cette réaction pleine de cœur. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans ton écriture, mais quand même, qui est quand même quelque chose d'important et qui relie aussi les trois livres, c'est l'utilisation du tu. Tu n'écris pas en je ces textes qui sont pourtant puissamment intimes. Qu'est-ce que cette utilisation du tu te permet? Est-ce que ça met une distance qui finalement est bien utile pour livrer des choses aussi personnelles? Est-ce que c'est une manière de faire entrer le lecteur aussi? On a parlé de la place du lecteur dans ton œuvre. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Je dirais que, a posteriori, si j'analyse l'emploi du tu, je dirais que oui, effectivement, ça me permet de rester à distance du je, qui est parfois encombrant. Euh, pour les sujets dont je veux parler, il m'arrive d'écrire au je aussi, mais particulièrement dans ces recueils-là, j'avais besoin de prendre une certaine distance avec le je que je suis dans la vie. Mais effectivement, le tu, c'est aussi accueillir le lecteur, parce que qui est ce tu? C'est, c'est l'énonciatrice qui parle, mais c'est aussi la personne qui le reçoit. Alors, je parle à l'autre aussi. C'est établi comme un dialogue entre soi et soi, puis entre soi et l'autre. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, cette espèce de capacité-là du tu à, à accueillir le lecteur ou la lectrice. Il y a quelque chose de très intime là-dedans. Et une amie me faisait remarquer aussi récemment que, bon, nous, on est au Québec. On est, qu'on le veuille ou non, très influencé par la langue anglaise. Et on a tendance à... Le tu dans la langue anglaise est très présent et revient constamment. Et on a tendance à se parler au tu. Ah, bon, tu te lèves le matin, tu fais ça, tu prends ton café, en parlant de soi. Alors, il y a aussi quelque chose de familier dans le tu au Québec. Je ne sais pas si c'est saisi en France parce que c'est une des variations de la langue française, mais il y a quelque chose dans le tu qui est familier et parlant, euh, quelque chose de non littéraire Mm. qui, qui est sous le langage poétique. Et je me rends compte que dans mon esthétique, plus je vais, plus j'essaie d'avoir un langage simple et pauvre. Ça, je pourrais vous dire pourquoi, là, je suis en train d'analyser ça. Et pourtant, bon, j'ai été professeur dans une université, j'ai fait des études et tout, mais c'est comme si plus je vais, plus j'avance en âge, plus je résiste à ce langage-là pour revenir à la simplicité de mon enfance, des mots simples et je pense que, bon, je risque une explication à la langue de mon père qui était à peu près analphabète. Alors, il y a quelque chose qui se met en place dans mon écriture
est-ce le désir de rejoindre l'autre qui ne sait pas parler, qui ne sait pas écrire? Est-ce que c'est le désir de parler à mon père ou d'employer des mots que mon père comprendrait? J'essaie de réfléchir à ça, mais il y a quand même une recherche de pauvreté de la langue chez moi actuellement, mais tout en pratiquant une langue qui se veut quand même poétique. Mais les critiques disent toujours, oui, les textes de Louise Dupré sont dans un langage très simple, et pourtant, le traducteur anglais de Plus haut que les flammes a dit que c'était un des recueils qu'il a trouvé le plus difficile à traduire. Donc, comment, euh, comment être poétique en restant très, très simple, faire en sorte que ça n'apparaisse pas, Mm. que ça ait l'air comme coulant de source. Mais ça reste, peut-être que vous aurez envie de me poser des questions là-dessus, mais c'est quelque chose qui n'est pas totalement conscient, ou en tout cas que j'apprivoise à peine dans ma réflexion. Mm. Pourquoi? Ouais, mais c'est passionnant ce que tu dis. Justement, cette grande simplicité, c'est par Mm, moments ce qui est le plus difficile à retranscrire. C'est marrant parce que dans le chat, Clément dit que le tu, justement, ça crée une proximité. Muriel, que bah, il y a une forte richesse aussi dans cette écriture très simple, dans cette attention portée à un lectorat qui n'aurait pas forcément accès à des formulations très complexes. Je pense que ça fait beaucoup écho au travail bah, qu'on essaie toutes et tous ici de mener justement en direction des publics. Et c'est très touchant ce que tu dis sur le rapport à la langue du père et à l'endroit d'où l'on vient aussi. mm, Euh, Peut-être que dans mes dernières questions, moi, en relisant l'ensemble et en relisant Exercice de joie, je me suis rendu compte que peut-être des trois volets, c'était le volet le plus intime, celui sur lequel tu te livres le plus. Tu reviens sur ton parcours de vie, tu reviens sur ton parcours de femme. C'est un moment de bilan. Je me suis demandé si c'était si tu avais eu l'impression de trouver des réponses au moment où tu as terminé Exercice de joie. Est-ce que les questionnements, les très grands questionnements, les questionnements très intenses que tu avais depuis l'écriture de Plus haut que les flammes, est-ce que ça t'a permis de soit de clôturer certaines choses, soit de trouver la paix avec certains de ces questionnements? Hum, trouver la paix, non. Je pense qu'on ne peut pas trouver la paix actuellement dans le monde dans lequel on vit. Euh, Vivre mieux dans ce monde-là, oui. Parce que, bon, La main hantée est un livre limite. Si vous l'avez lu, c'est vraiment, c'est un moment dans ma vie où il a fallu que je comprenne la différence entre empathie et compassion. Euh, Parce que si on entre complètement dans la douleur de l'autre, on risque sa propre vie. Donc, il faut qu'on garde la distance. Tu en parlais tout à l'heure, Ariane, avec l'autre pour mieux être là pour lui ou pour elle. Alors, c'est ce que j'ai compris dans La main hantée. La compassion, oui. L'empathie, non. Alors, et effectivement, ça m'aide à mieux vivre. Et faire ces exercices de joie devient vraiment important, je pense. Je pense qu'actuellement, on est dans un moment de l'histoire où on se repose la question, qu'est-ce qu'on est comme être humain et qu'est-ce qu'on peut faire comme être humain? Bon, moi, je suis au Québec, on est les voisins des États-Unis, on s'en va en élection dans 3 semaines. On est très effrayés, je ne vous le cache pas. Il se dit des horreurs sur les immigrants. Bon, il y a des choses terribles qui se passent, mais on est d'une totale impuissance.
d'une totale impuissance. Et sans doute qu'en Europe, vous vous sentez, parce que je suis quand même tout ce qui se passe en Europe, vous vous sentez aussi impuissant face à tout ce qui se passe dans le monde. Mais comment vivre? C'est la question. Tiens, ce serait peut-être le titre de mon prochain recueil. Comment vivre? Comment vivre dans un monde comme celui-là? Il faut qu'on vive. Et c'est ça. Et bon, tu disais que dans mon recueil Exercice de joie, j'entre dans des réflexions dans lesquelles je n'étais pas entrée et je me pose aussi la question à l'âge que j'ai, qu'est-ce que je vais léguer? Et c'est une question réelle, pas comme écriture, comme femme qui a des enfants, des petits-enfants, et qui se dit, je ne peux quand même pas léguer seulement une image de la douleur et du malheur. On ne peut pas léguer, il faut dire, ben, la vie a sa raison d'être et on peut être aussi joyeux et heureux. Il y a une phrase dans Exercice de joie qui m'est venue toute seule en disant, tu as la prétention de dire à un enfant qu'il peut croire au bonheur. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je suis allée écrire là? Et puis, je me suis dit, je la laisse, cette phrase-là. Parce qu'au fond de moi et de nous, je pense que l'être humain euh, a besoin de croire au bonheur et veut léguer un esprit de bonheur aux générations qui le suivent. Et pour moi, c'est extrêmement important et ça pose la question de comment léguer quelque chose de positif actuellement dans le monde sans tomber totalement dans le cynisme et ce qu'on aurait parfois tendance à faire. Mais moi, je veux résister à ça. Je veux résister à ça. Et le prochain livre, tiens, pourquoi pas, comment vivre? Euh, c'est, je m'en vais de plus en plus vers des réflexions philosophiques, des réflexions éthiques, mais qui n'excluent pas le politique. Un de mes amis philosophes au Québec m'avait dit que la philosophie au Québec, c'est beaucoup fait par l'intermédiaire de la poésie. Et je pense qu'un poète, aussi bien en France qu'au Québec, un poète, c'est aussi un philosophe. C'est quelqu'un qui s'interroge sur le monde, peut-être pas avec les mots des grands philosophes universitaires, mais avec leurs mots à eux. Et moi, c'est ce que je veux faire, m'interroger sur le monde. Et c'est ce que tu fais parfaitement dans cette trilogie. Peut-être avant qu'on prenne quelques questions du public, est-ce que tu accepterais de nous lire peut-être la fin d'Exercice de joie? Alors, on divulgage un peu, mais il n'y avait pas un suspense insoutenable dans cette trilogie non plus, donc je me dis on peut peut-être y aller. Tu appelles la joie comme si elle pouvait te reconnaître, comme si tu commençais à lui appartenir. Elle n'est plus l'envers de la douleur, mais une élévation, une robe de lumière. Tu le dois à tes morts. Tu sais maintenant qu'ils ne t'ont pas oublié. Une fois morte, toi non plus, tu n'oublieras pas tes vivants. Tu voudras rester près d'eux, tout près, mais sans les encombrer. Tu ne crois pas au ciel, mais tu as toujours cru en la bienveillance de la terre. C'est là le mystère de ta foi. Tu n'essaies plus de comprendre, seulement de mieux respirer. Merci beaucoup, Louise, pour tout ça. Je vais peut-être laisser la main à Clément pour les questions. Alors le chat, je converse avec Muriel Zach dans le chat, ça c'est sûr, puisqu'elle en a une habitude, voilà, et qu'on échange l'un et l'autre, mais effectivement, n'hésitez pas là peut-être s'il y a des personnes qui auraient à exprimer quelque chose, une question, une attente particulière, de profiter
du fait d'avoir Louise et d'avoir entendu un peu sa poésie. J'imagine, vous allez dire, on en veut encore, on veut en entendre encore. Donc, on le fera. Mais si, voilà, si jamais, n'hésitez pas aussi là, pour le coup, on est une vingtaine à prendre le micro et à oser poser une question. Allez-y, si jamais. Il y a la question de Muriel, peut-être qu'on Oui, peut la poser. Bon, c'est une savoir question une bonne le question thème, d'éditrice, mais bon. le thème sur lequel tu travaillerais maintenant, Louise. Est-ce qu'il y a... Peut-être partir du thème sur lequel je viens de travailler, c'est ma relation avec mon père. Euh, Mes parents viennent de deux classes sociales très différentes, de sorte que euh, je euh, j'ai choisi le monde de ma mère, mais je me pose des questions beaucoup actuellement sur le monde de mon père. Donc, je viens de terminer un récit où j'interroge notre relation. Mais je sens que le récit ne met pas fin à mes interrogations et qu'il y aura peut-être un recueil de poésie sur mon père, particulièrement, qui viendra. Je le vois pas encore se dessiner, là. Il faudra que le roman soit publié, que je mette une certaine distance, mais je pense qu'il y aura quelque chose comme ça sur cette relation-là. D'ailleurs, pour la quatrième de couverture, je cherche un adjectif. J'écris non satisfaisante avec mon père, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est non vécu? C'est pas tout à fait ça parce qu'elle a été vécue en partie, non complètement vécue. Enfin, s'il vous vient des idées, écrivez-les sur le chat. C'est pas, c'est une relation qui n'a pas été, qui aurait été pu être vraiment beaucoup mieux et pour lui et pour moi. Mais je pense il y aura une suite de poésie. Il fallait que je commence par raconter, puis ensuite que j'essaie de comprendre, de comprendre de mettre des mots sur ces relations-là qui, entre parents et enfants, sont plus difficiles parce que le inabouti, c'est beau. Alors, Ariane vient dire inabouti, oui, peut-être. Euh, il s'agit de comprendre pas ce qui s'est passé, mais ce qui ne s'est pas passé. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de comprendre ça. Pas parce que ça changerait quelque chose avec mon père, il est décédé depuis 3 décennies, mais ça m'aiderait, moi, peut-être à comprendre quelque chose aussi de la vie. Et je pense que ça aiderait beaucoup, beaucoup d'autres enfants, parce qu'on reste toujours les enfants de nos parents, à comprendre peut-être la relation inaboutie qu'ils ont eue à leurs parents. Oui, Euh, Louise, en t'écoutant, on peut penser que ce roman marque une rupture totale par rapport au précédent, qui s'intitulait Théo à jamais, hein. Je pense que c'est le précédent roman, Théo oui, à jamais. On n'a pas eu d'autre depuis, donc on peut penser qu'il n'y a aucun point commun entre les deux sujets, parce que là, tu viens d'évoquer un sujet très autobiographique dans la relation à ton père, et puis avec Théo à jamais, tu racontais l'histoire, alors qui n'est pas autobiographique, d'une femme, Béatrice, qui travaillait au montage d'un film documentaire sur les tueries de masse aux États-Unis, en mm, Amérique, et qui va recevoir un appel lui annonçant une catastrophe puisque son mari, euh, professeur d'université, euh, va être tué, ou oui, oui, tué, n'est-ce pas? oui, il a été Par, tué par son fils.
par son fils. Voilà, Hmm. Théo. Et donc, tu interrogeais là euh, l'incompréhension de la génération des parents à l'égard d'un fils qui a basculé dans le terrorisme et Hmm. voilà. Et est-ce que la rupture est totale ou est-ce que c'est encore une manière d'interroger des ruptures générationnelles, une incompréhension, une opacité C'est une façon d'interroger une incompréhension entre générations. Il faut voir une chose, c'est que nous, au Québec, on a vécu, je viens de la génération qui a vécu la Révolution tranquille, c'est-à-dire un accès du Québec à l'instruction, à l'éducation supérieure que nos parents n'avaient pas et une modernisation des idées aussi, avec le socialisme, le syndicalisme, le féminisme, etc. Donc, et nos parents sont restés très, très loin de nous. Donc, il y a eu une rupture générationnelle terrible. Et le roman n'est pas seulement un roman, c'est très personnel, mais ça interroge toute une génération aussi qui, par le fait même, a laissé ses parents derrière. On pourrait penser à certains romans d'Annie Ernaux, alors ouais, qui sort de son milieu totalement et qui se fait instruire et il y a une sorte d'écart entre parents et enfants qui ne sera pas du tout euh, qui ne sera pas compris par les parents et qui a dû être très douloureux pour les parents. Et, euh, et c'est plus que ma famille, j'interroge toute la Révolution tranquille et ce lien-là. J'interroge le Québec du 20e siècle. Alors, déjà, je l'ai fait dans un récit sur ma mère, mais tu as tout à fait raison de dire qu'effectivement, c'est ce que j'interroge aussi euh, dans Théo à jamais. Mais là, la mère serait de ma génération et le petit garçon ou l'adolescent est de l'âge bon, de mon petit-fils. Alors que là, je reprends le récit d'ailleurs entre mon père et moi. Je situe ces deux autres générations, mais c'est toujours la même rupture. En fait, ce que je travaille beaucoup, tu me fais rendre compte d'une chose, dans la poésie et dans le roman, c'est la solitude et la difficulté de communication. Alors, oui, euh, ça revient constamment, constamment dans mes écrits. Cette solitude-là, la difficulté de tisser des liens durables entre parents ou enfants, ou avec les autres. C'est beaucoup là. Et ce désir de lien-là, il est aussi bien dans ma poésie que dans les romans que j'écris. Il est très, très fort dans Exercice de joie, par exemple. Cette nécessité-là d'aller vers l'autre, d'être avec l'autre, de nouer quelque chose, de nouer des liens. Je vais jouer le maître de cérémonie qui est à cheval sur les horaires. Non, et nous inviter et t'inviter, Louise, à peut-être choisir et voir un texte, quelques textes que là t'aimerais partager pour clôturer ce traversier, pour aussi voilà, être dans ce respect de notre tempo, de se dire que voilà, c'est aussi apprendre à laisser repartir le bateau et à, Oui. et à se dire qu'il y aura des occasions, d'autres occasions de se croiser et de réécouter ta poésie. Mais voilà, si jamais vous avez encore des petites réactions, n'hésitez pas, mais voilà, on va peut-être pas reprendre des questions. Mais encore une fois, merci beaucoup et c'est
En tout cas, on vous sollicitera aussi à nous dire comment vous l'avez trouvé pour améliorer et pour imaginer des choses dans les prochains traversiers. Donc voilà, soyez aussi à nous faire des retours sur ce vécu. Encore une fois, merci. Et oui, je t'invite à nous redonner de la poésie encore, encore. Merci beaucoup, Clément. Moi aussi, je veux vous remercier très sincèrement, Clément, La Presqu'île, les éditions Bruno Doucet, Ariane, Bruno, Muriel qui sont là. Je trouve que c'est une merveilleuse maison d'édition où je me sens chez moi. Et pour moi, de publier chez vous, c'est un immense bonheur. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on Est-ce que, clôture avec un dernier texte, Louise, oui, tu un veux? dernier texte? Tu Bien avais sûr. une suggestion, Oui, bien sûr, si vous le désirez. que C'est penses-tu de la page 76 d'exercice de joie pour finir? tout à fait d'accord. D'accord. On aurait beau le désirer, on n'oublie pas la vie qu'on a accueillie dans ses entrailles. Ton poème ne veut pas devenir un catalogue de désespoir. Il imagine un équilibre sur la crête de la tendresse. Il avance à l'aveuglette. Il va plus vite que tes anciennes évidences, plus vite que les menaces. À chaque mot, il te met au défi, et tu le suis comme une fillette insoumise. Elle est si douce, la folie, quand elle fait éclater le rire dans la bouche. Elle éclaire les insomnies. Elle redresse les utopies, te fait dire que la détresse n'est pas incurable. C'est ce que tu appelles ta marche à l'amour. Merci Alors, beaucoup. La marche à l'amour, c'est un poème de Gaston Miron. Alors, voilà. Merci beaucoup encore une fois de votre Merci à belle toi, écoute. Louise. Merci Vraiment. d'avoir été là, tout le monde. Merci. Est-ce qu'on peut faire une photo, là, c'est possible, de que tout le monde soit Souriant. souriant, mais Clément, c'est possible, ça? Alors moi, de Faire toute une façon, capture je d'écran, en tout cas? l'enregistre. Je l'ai Ah, enregistré tu et je enregistres. vous ai pas demandé votre accord, mais c'était dans l'occasion. Tant de personnes m'ont dit ne pas pouvoir être présents ce soir, des adhérents de la Presqu'île, et en fait, il sera mis sur le Facebook de la Presqu'île ou sur un autre espace pour que les adhérents puissent voir ce moment-là, pour ceux et celles qui n'ont pas pu y participer. Je peux faire une capture écran, ça j'en suis complètement capable avec nous tous et ceux qui veulent mettre la vidéo avec un super grand sourire à trois comme on dit. Comme ça on aura, comme le dit Ariane, des visages réjouis de ce traversier. Le mal de mer n'a pas eu vent sur nous, donc on y a résisté et encore une fois merci. Donc allons-y à Ah, trois. Muriel dit de montrer les livres. Ah Ah, oui. mais attends, tout le monde n'est pas forcément prêt. Bon, moi, je le suis, mais... Pour celles et ceux qui en ont. Oui. Voilà. On doit être adorable. Eh bien, merci beaucoup. Merci encore, Louise, de ta disponibilité. La fin d'après-midi pour toi et pour nous, euh, la soirée Bonne commence. soirée. Voilà. Avec plaisir aussi que de te recroiser si tu es de passage dans les événements en France, de te recroiser. Cet été, c'était à 7 qu'on a eu la chance Oui, de se voir. Et puis, merci Ariane et Bruno d'avoir permis aussi d'avoir Louise aujourd'hui. Et merci à vous toutes et toutes d'être venus. La prochaine fois, on le redit, ça sera, on va le construire. Je pense que ça sera en 2025 et on va voir un petit peu comment on organise les choses sur le même format. N'hésitez pas aussi, parce que voilà, on est dans cette envie aussi d'ouverture progressive. On est, voilà, les adhérents de la presqu'île, ils vont doucement mais sûrement, mais
si vous avez aussi l'envie la prochaine fois d'inviter quelqu'un qui n'est pas forcément adhérent, c'est vraiment aussi l'un des enjeux que d'avoir un compagnon de voyage dans ce traversier et de faire découvrir la poésie sans forcément que la personne adhère à la presqu'île. Donc voilà, on est aussi bien entendu ravis de voir les personnes arriver. Bonne soirée. Ouais, merci Clément pour Bonne soirée. l'organisation de tout ça. Au Merci revoir. tout le monde. Merci Louise Bonsoir à encore. Au tous. revoir. À Merci. bientôt. Merci. Au Oui, revoir. À bientôt. merci beaucoup. Merci à Au vous. revoir. Au revoir. Au revoir.